Allez, bonjour à tous. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ce Medfeld 2021. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Dauvert. Olivier, rebonjour, parce qu'on s'est déjà vu, on va pas faire Bonjour, semblant comme à la Olivier. télé. Mais Où si, on va faire semblant. on Et va on faire va semblant. presque se dire vous. Et non, on va va, dire tu. et on va se dire vous, et on va se dire Olivier, puisqu'on s'appelle... donc vous avez deux Olivier pour le prix d'un. Dernier débat avant les prévisions de récolte abricots, tout à l'heure à 15h30. Olivier, merci d'être venu. Tu es journaliste, on ne va pas faire semblant non plus. Expert de la grande distribution. Tu suis le sujet depuis très longtemps. Tu as été journaliste à Linéaire. Tu es fondateur des éditions Dauvert. Il n'y a rien de mieux que de se rappeler par son nom. Le sujet qu'on t'a proposé de traiter aujourd'hui, on l'a appelé les stratégies de filière des enseignes. Et en travaillant ensemble le sujet, tu nous as dit, voilà, moi ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est les facteurs clés du succès des fruits et légumes frais en rayon. Donc Olivier, je sais que tu as préparé une première intervention, oui. Donc on y va. Après, on débattra entre nous et on débattra avec vous à la fin de cette intervention. Vas-y, c'est parti. Donc si on peut mettre les clés du succès sont sous vos yeux en plus. Vas-y Olivier. Olivier. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. En fait, je suis intimement persuadé que votre rayon, celui sur lequel vous êtes, a un potentiel qui est aujourd'hui inexploité. Et pour vous en parler, j'ai choisi de réfléchir autour de cette idée, quels sont les facteurs clés de succès, parce que vous les avez, il faut juste en être conscient et je vais tenter de vous les révéler. Alors quelques mots de présentation sur ma petite personne et ma petite boîte. En fait, on est une boîte d'édition, on publie du contenu sur le commerce et la conso, on fait des livres, des études, des magazines, de la veille. J'ai une activité électronique où tout est en libre accès avec un blog, total libre accès, vous pouvez y aller, ça ne me rapportera rien. Un fil LinkedIn, un fil Twitter, en tout à peu près 80 000 abonnés, ça c'est pour la partie édition Dauvert. J'ai une autre casquette qui résonne parfois sur des sujets ici en matière de fruits et légumes, avec notamment la notion d'origine. Je dirige le think tank agroalimentaire des Échos, le quotidien économique Les Échos, depuis son origine il y a 8 ans. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on est à la manœuvre sur quelque chose qui s'appelle « Balance ton origine », dont je revendique à la fois et la vision à terme qui est de dire il faut aider le consommateur à savoir ce qu'il achète, et je revendique aussi la vision à court terme que ça peut représenter pour ceux qui en sont victimes. On est ici à Perpignan, je parle souvent de tomates cerises qui s'appelle Azura, je l'assume même ici, foutre le drapeau de Perpignan sur des tomates marocaines, ça ne le fait pas. Voilà, ça c'est dans la série Jeannet et je l'assume, et si ça déplaît, je m'en contrefous. Pour ceux qui ne comprennent pas, tu parles du club de rugby de Perpignan. De l'USAP, voyons, nom de nom. On est quand même à Perpignan. Les 100 et or. Les 100 et or, absolument. Et enfin, dernière partie de mon activité, je suis administrateur de C'est qui le patron. C'est qui le patron, je pense que vous connaissez la marque. Et de temps en temps, je fais des animations en rayon parce que j'adore ça. Et c'est la même idée que Balance ton origine, c'est cette conviction qu'il y a que lorsque le consommateur comprend la valeur sociale qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans un produit, il peut ensuite se positionner, il n'est pas obligé de le faire, mais au moins il peut se positionner en toute connaissance de cause sur le fait de choisir tel ou tel produit avec la prime de valeur, le premium de valeur qu'on peut ou pas donner. Voilà pour la présentation. Alors ce que je voudrais vous partager, c'est deux choses. Il y a d'abord ce que je sais des fruits et légumes, alors évidemment par le prisme du rayon, pas par le prisme de la production, même si je suis agri de formation, pur pané, je le revendique, donc autant vous dire que je ne suis pas notamment un Parisien qui découvre les fruits et légumes quand il vient à Perpignan. Et puis il y aura ensuite ce que je sais de la consommation en général. Ce que je sais des fruits et légumes, c'est qu'il y en a un et les autres. C'est comme ça, que ça plaise ou que ça déplaise. Ce un-là, il s'appelle Lidl, il est sous vos yeux et il est objectivement totalement différent des autres par ses performances. Alors, ces performances, quand on les exprime de deux manières, c'est l'enseigne qui, sur ce rayon, a la meilleure image, c'est l'enseigne qui, sur ce rayon, a les meilleures performances. Alors, quand vous réussissez le tour de force d'avoir et la meilleure image et la meilleure performance, vous devez quand même inspirer les autres, ou en tous les cas, les autres doivent à tout le moins essayer de comprendre ce qui fait que ça fonctionne. C'est pas plus bête que ça. Un brin d'humilité n'a jamais fait de mal quand certains marchent bien et quand d'autres marchent un peu moins bien. Alors effectivement, en apparence, quand on rentre dans un Lidl, c'était samedi dernier, on se demande, mais de quoi il nous parle ? Il est en train de nous dire que lui, c'est le meilleur élève de la classe. Ben oui, je vous le dis, oui, c'est le meilleur élève de la classe. Alors effectivement, ça ne se voit pas. Mais le meilleur élève de la classe, il ne se reconnaît pas toujours. C'est quand on voit le bulletin de notes qu'on le voit. Quand on regarde le bulletin de notes, qu'est-ce qu'on voit ?
On voit qu'il a la meilleure image. Alors évidemment, il y a les gadgets marketing. Pardon, c'est arrivé trop vite. Il y a les gadgets marketing. Il y a ce fameux pseudo-concours à la con où en gros je suis la meilleure chaîne de magasins sur les fruits et légumes et puis la meilleure chaîne sur... Il y a tout un tas de critères. Bon, ok. Mais ça, c'est les consommateurs de l'enseigne qui votent. On va se dire que heureusement que ceux qui vont chez Lidl, ils trouvent que ça va chez Lidl. Sinon, on appellerait ça des masochistes. Il y en a dans la société, mais ils sont quand même extrêmement minoritaires. Mais donc, ce n'est pas tant ça qui m'intéresse. C'est des études beaucoup plus robustes, et notamment celles que publie tous les mois Kantar depuis des années et des années. Il y a une question toute bête. On affirme à des consommateurs, l'enseigne propose de beaux fruits et légumes, vous répondez oui ou non, et ceux qui répondent oui, eh bien, le score, il va apparaître sous vos yeux dans un instant. Voilà. Elle est où la base, chef? Oui. Le score va apparaître. Alors, nous sommes 20h. On attend le oui, président attends, de la putain, République. je ne suis pas prêt de faire Laurent Delahousse, et Oui. encore toi moins Léa Salamé, je te le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est Donc, pas gagné. Allez, on y va. Voilà. Eh bien, quand vous regardez sur ce critère-là de l'image des fruits et légumes, du rayon fruits et légumes, il y a encore là aussi une enseigne et les autres. Regardez le niveau d'écart qu'il y a entre le premier et le second, alors qu'ensuite le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc., finalement se retrouvent tous les uns après les autres. Ça, c'est extrêmement robuste, c'est du Kantar, il n'y a pas à tortiller. Lidl a la meilleure image fruits et légumes. Alors je vous remets ça, parce qu'effectivement, quand on se dit, mais est-ce que c'est vraiment Dieu possible? Ben oui, il a la meilleure image malgré ça. Et c'est pire, parce qu'il a aussi la meilleure performance. Parce que quand on se rapproche, voilà ce qu'on voit. Vous voyez, ça c'était samedi matin. Vous me direz, mais il est venu nous montrer des fans de radis, est-ce que ça valait le coup qu'ils se déplacent quand même depuis aussi loin? Ben ouais, parce que dans un magasin, un samedi à 11h30, je ne suis pas sûr que dans beaucoup d'enseignes, les fans de radis ressemblent à ça encore. Et vous voyez, moi je suis un adepte du détail dans le commerce. C'est pas les grandes stratégies, c'est pas le look de l'enseigne, c'est pas le marketing, le film de pub ou que sais-je encore, c'est le détail du détail. Ben, les fans de radis, quand vous les voyez comme ça, elles donnent quand même plutôt envie, à tel point que moi j'en ai fait de la soupe après, parce que ma mère a fait de la soupe, feuilles de radis, putain c'est un délice. Voilà. Olivier, c'est Dis-moi. important. C'est à Nantes, à côté du Maraîcher. Non, c'est à Rennes, pour le coup voilà. c'est à Rennes. Non mais voilà, c'est ça qui est important, Rennes, c'est que il a voyagé en plus. Mais il a voyagé, bien évidemment, c'est pas direct producteur. Je continue. Un petit souci de zapette. Dans le même temps, Lidl a les meilleures performances. Ça se mesure aussi. Et je vais vous le mesurer d'une manière simple. Chef, moi j'avais promis de ne pas être trop mauvais, mais alors la zapette, pour le moment, elle est très mauvaise. Hein. Hein, là, je ne peux pas faire mieux, chef. Hein. Voilà. Lidl a une part de marché de 6,9% sur l'ensemble de l'alimentaire. C'est des choses qui sont publiées à peu près tous les mois, par mois et par d'autres. Sur le fruits et légumes, alors que la base 100 est plus grande, parce qu'on a mis dedans les spécialistes, et notamment Grand Frais, Lidl arrive au tour de force d'avoir une part de marché en fruits et légumes qui est 1,6 fois plus importante que sur l'alimentaire. Clairement, Lidl est en surperformance sur le rayon fruits et légumes dans une proportion strictement ahurissante. Pour vous donner un élément de comparaison, quand on regarde d'autres bons élèves de la classe en théorie, c'est allé trop vite, hein. Leclerc, il a à peu près 23% de part de marché en moyenne alimentaire. Sur le fruits et légumes, il a 12%. Pour deux raisons. D'abord parce que la base 100, elle a augmenté, encore une fois, parce qu'il y a Grand Frais dedans, et parce qu'il n'est pas bon. Voilà. En tous les cas, parce qu'il est moins bon que Lidl. Si je vous prends U, il a 11% de part de marché sur le food en général, il a 7% sur les fruits et légumes. Et donc, ça vous remontre à quel point, quand je vous parle de Lidl, où lui, il passe de 7 à 11, à quel point c'est absolument extraordinaire. Et n'allez pas imaginer un seul instant que je suis payé par Lidl pour vous raconter ça. Il n'y a qu'un truc qui ne s'achète pas, c'est ma liberté. Non, ils sont meilleurs que tous les autres. Et ça se voit, ça se mesure, ça se constate, ça se calcule. Donc acceptez-en l'idée et essayez de vous demander pourquoi. Parce qu'en fait, derrière cette image-là, derrière ces performances, il faut aller chercher le so what, le qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, le qu'est-ce qu'on doit entendre de cette performance de Lidl. Alors en fait, les clés du succès de Lidl, elles sont sous vos yeux, et en fait, vous les avez déjà vues, je vais vous les remettre. Elle est là, dans ma feuille de radis. Ma feuille de radis, c'est l'illustration du succès de Lidl, basée sur la fraîcheur. Les produits de Lidl ont une fraîcheur objective plus élevée qu'ailleurs, et c'est le premier déterminant, c'est le premier discriminant de qualité perçu par un consommateur. Quand vous achetez une courgette qui est mollassonne,
vous n'aurez pas la même perception que quand elle est dure et ferme et quand elle est brillante. Quand elle est mate et mollassonne, parce qu'en général elle est souvent mate et mollassonne, ben forcément ça vous donne une moindre rendie. Et donc en fait ce que Lidl vous dit, et notamment aux distributeurs qui sont là, mais aussi à leurs fournisseurs qui ne pensent qu'à un seul mot, le choix, le choix, le choix. Mais arrêtez avec ce mot. Le choix, c'est l'antithèse de la fraîcheur. Alors si vous êtes capable d'avoir la fraîcheur et le choix, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir les deux et que vous puissiez n'avoir qu'un, choisissez toujours la fraîcheur. Donc Lidl, il vous montre qu'il vaut mieux avoir le choix que la fraîcheur, et que l'actif, au sens du mobilier, de la mise en scène, du rayon, du look, de l'esthétique, c'est pas ça le sujet sur les fruits et légumes. Alors bien sûr, si vous avez et la fraîcheur et le superbe étal fait façon primeur à l'ancienne, ça sera merveilleux. Mais si vous devez choisir entre l'un ou l'autre, choisissez les cagettes sur des palettes avec des produits qui ont été livrés le jour même. Ça sera toujours meilleur que des trucs bien exposés qui ont 3 jours, parce que c'est comme ça que ça marche. Alors voyez ça par exemple, je suis dans un carrefour un peu proto, Villiers-en-Bière. Ah ben ça c'est beau. Ah ouais, ça c'est beau. Ouais, mais ça suffit pas. Parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas que ça soit beau, c'est que ça soit frais. C'est ça que Lidl vous dit. Parce que sinon, Carrefour, il serait lui aussi bon sur les fruits et légumes, ce qu'il n'est pas. En tous les cas, comparé à Lidl, c'est pas du tout la même proportion. Le deuxième élément de succès de Lidl, qui est évidemment un déterminant de la fraîcheur, c'est le choix le plus resserré possible. Lidl, il a 140 F. Schématiquement, pour ceux qui n'ont pas de référent en tête, c'est à peu près la moitié de ce que vous trouveriez dans un hyper ou un supermarché classique. Donc mécaniquement, quand vous avez moitié moins d'offres et que vous sortez finalement à peu près autant de volume, parce que ramener à l'unité d'un Lidl, c'est à peu près, ben, il ne faut pas être polytechnicien pour comprendre que vous avez un plus gros volume à la ligne, et que si vous avez un plus gros volume à la ligne, vous avez une massification, et donc vous avez une capacité à avoir une rotation des stocks telle que ça peut être véritablement livré tous les jours. Et ça, c'est le troisième élément du succès de Lidl, c'est que tous les jours, les produits sont livrés, et dans l'absolu, même s'il y a une rupture à 17h ou à 18h, c'est pas grave, parce que c'est la condition pour livrer tous les jours. Et je vais vous livrer un truc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas encore extrêmement connu, ça vient d'être adopté par Carrefour, c'est la règle du 0,818. Alors la règle du 0,8... Oui, parce que là tu vas voir, on va faire un peu de mathématiques. La règle du 0,818, c'est en gros de dire aucun produit ne doit avoir moins de 0,8 jours de stock en magasin. Parce qu'effectivement, si tu as moins de 0,8 jours de stock en magasin, tu seras en rupture dès 10 heures. 0,8. 0,8 jours de stock. Voilà. Parce que si tu as moins de 1, ben évidemment, tu vas être en rupture très tôt. Donc si tu as 0,2, ça ne va pas. Mais aucun produit ne doit avoir plus de 1,8 jours de stock. Parce que quand vous avez 3-4 jours de stock sur certains produits, ben ça veut dire que même si vous annoncez que vous livrez tous les jours, comme vous ne commanderez pas tous les jours, votre produit ne sera jamais frais. Vous voyez cette petite règle à la con du 0,818, aujourd'hui, elle est en train de driver tous les rayons Carrefour en fruits et legs, parce qu'ils ont compris que c'est finalement ça le plus important, c'est la fraîcheur. Donc en gros, Lidl, il vous donne les clés de succès. Il faut une offre courte. Donc la segmentation, je ne dis pas que ça ne sert à rien, hein. Je dis que dans le ranking des facteurs clés de succès, il y en a qui sont au-dessus que d'autres. Ce n'est pas une négation de la segmentation qui a beaucoup irrigué cette filière, et je ne le conteste pas. Mais si c'est au détriment de la fraîcheur, alors c'est non. Offre courte, livraison quotidienne, ça fait une fraîcheur garantie. Ça, ça donnait par exemple samedi dernier, il n'y avait que des poivrons rouges. Il n'y avait pas de vert, il n'y avait pas de multicolore, il n'y avait pas de jaune. Ouais, mais par contre, les rouges, est-ce qu'ils donnent envie, oui ou non? Alors, parce que des poivrons flétris, moi, je vous en mets partout dans la distrib. Ça, il y en a, mais alors, où vous en voulez? On fait 3 pas ici, là, on va en voir. Vous voyez, ce jour-là, il n'y avait que du rouge, parce qu'il n'y avait que du rouge. Sauf que le rouge qui était là, il donnait envie. Et qu'est-ce qui compte? Proposer tout et donner envie de rien, ou proposer peu et être au rendez-vous? Vous faites toutes les analogies que vous voulez, ça marche même dans votre vie perso. Donc, je vous encourage à réfléchir autour de cette idée-là. Rigole pas tout de suite comme un bossu. Donc en fait, moi je vous encourage en clair à une forme de changement de paradigme dans la relation que vous avez avec la mise en marché, où le mot qui doit vous animer, c'est le mot fraîcheur. Et tout doit être une conséquence après. Par exemple, ceux qui me connaissent, parce qu'ils m'ont déjà vu dans d'autres endroits, je suis un obsédé de la notion de supply, de logistique sur la filière fruits et légumes. C'est encore insuffisamment fait. Le nerf de la guerre dans votre filière, c'est la logistique. Parce que chaque fois que vous raccourcissez le temps qui s'écoule entre le moment où vous lâchez le produit et le moment où il arrive sur la table du consommateur, eh bien vous améliorez mécaniquement sa qualité. Alors oui, pas sa qualité variétale, pas sa qualité cahier des charges, non, la qualité fraîcheur qui est la première, parce que c'est la plus détectable par le consommateur. Deuxième temps, il y a ce que je sais de la consommation.
en général, après vous avoir dit ce que je savais de la consommation des fruits et légumes. Et ce que ça dit pour les fruits et légumes, parce qu'il y a des choses à entendre. Le mot qui résume la consommation aujourd'hui, c'est le mot frustration. Ça, c'est quelque chose que j'ai théorisé en 2007. C'est pour vous dire que c'est quand même pas d'hier. Alors aujourd'hui, c'est assez entendu, c'est assez banal. Hashtag gilet jaune. Hein. C'est le pouvoir d'achat ne baisse pas, c'est faux. Il n'y a pas plus con comme idée. C'est pas le sujet, mais je fais vite là-dessus. Il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat en France. Par contre, là où c'est vrai, c'est qu'il y a le sentiment d'une baisse parce que à cette stabilité du pouvoir d'achat répond une explosion du vouloir d'achat et que la conséquence entre les deux, ça génère de la frustration et la frustration est le mot-clé de la consommation et vous allez voir ce que ça veut dire après d'un point de vue un peu plus métier. Je me rapproche petit à petit, on va aller jusqu'aux fruits et légumes en partant de la frustration. La frustration, ça a comme conséquence de mettre tout en concurrence avec tout. Parce que je ne peux pas tout alors que je désire tout. Donc je mets tout en concurrence avec tout. Si ce n'est pas clair, je vous prends un exemple. Admettons que j'ai 10 € en poche pour ce soir, en rentrant à la maison, faire plaisir à Madame Dauvert. Reconnais que c'est pas totalement con. Tu ferais bien de noter d'ailleurs, Masbou là. C'est pas beaucoup faire non plus. Plaisir à ma femme. C'est pas beaucoup. Oui, mais parce que mon problème c'est la ressource. Comme la majorité des Français dont le pouvoir d'achat ne baisse pas, mais le problème c'est qu'ils ne montent pas à la hauteur de leurs désirs. Donc on a tous le même problème, c'est la ressource. Alors si pour toi 10 c'est pas assez, tu rajoutes un 0 et tu mets 100. Mais ça fonctionne pareil. Et si c'est pas encore assez, t'en mets un autre et tu mets 1000. Mais c'est la même idée. Si ce soir je n'ai que 10 € en poche pour faire plaisir à ma chérie, je vais peut-être me demander si je reviens avec un bouquet de fleurs, si je lui ramène un petit produit de beauté que j'aurais acheté dans une parapharmacie, ou si j'arrive avec une bouteille de vin pour faire un apéro à deux. Les trois ont comme point commun de rentrer dans mon enveloppe de 10 €. Donc ils rentrent dans ma ressource. En ce sens, le caviste et le fleuriste, par exemple, deviennent concurrents. Alors que si tu demandes au fleuriste qui est son concurrent, il te dit le fleuriste à l'autre bout du village. Donc tout le monde est concurrent de tout le monde. Ensuite, comment je vais arbitrer entre mon bouquet de fleurs, ma petite crème pour le jour, pour la nuit ou tout ce que tu veux, et ma bouteille pour un apéro. Je vais vous donner les prix, par exemple, du bouquet de fleurs qui vaut 8. La bouteille de vin, elle vaut 10. Si je raisonne par le prix, il n'y a pas photo. Sauf que, comme les produits ne sont pas strictement comparables, alors qu'ils le sont quand je compare du Nutella chez Leclerc avec du Nutella chez Carrefour, eh bien là, je ne vais pas en rester au prix. Je vais aller chercher la valeur. Et comment je vais aller chercher la valeur? En essayant de voir où sont les effets utiles des euros que je vais dépenser. Et là, je sais par expérience, toi aussi, que quand la soirée, elle démarre par une bouteille de vin, elle se finit mieux. Ben oui, Madame Dauvert, elle a besoin d'alcool, parce que sinon, avec mes vestes, je ne la tire pas beaucoup quand même, hein, il faut être honnête. Bon, tout ça pour dire que je vais regarder non pas le nombre d'euros, mais la valeur des euros dans l'enveloppe que j'ai. Eh bien, peut-être que je vais acheter la bouteille de vin à 10 € parce qu'à mes yeux, ça le vaut davantage, alors que pourtant, ça coûte davantage. Vous voyez la différence entre le prix et la valeur? Ben, la valeur, c'est le prix pour ce que j'ai en face. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre de la consommation. Et si vous pouvez revenir un instant sur la slide, voilà, c'est que ce qui m'obsède, c'est la valeur des euros dépensés. Et en fait, l'obsession du client, c'est de donner à chaque fois le plus de valeur aux euros qu'il dépense. Ce n'est pas de dépenser le moins d'euros. Oui, c'est une obsession quand c'est le même produit, mais quand ça ne l'est pas, puisque ça ne peut pas être comparé, je suis obsédé par cette idée de la valeur des euros dépensés. Donc, j'ai besoin de réassurance. Et c'est là où on fait le pont avec tout ce que vous êtes capable de faire. Les réassurances, il y en a de deux types. Soit c'est les produits qui les portent, soit ce sont les circuits qui les suggèrent. Alors, les produits, c'est les labels, c'est les produits filières, c'est les garanties quelconques, ça peut être des trucs comme ça. Alors, désolé, c'est anamorphosé, je vous apprends peut-être un mot, mais normalement c'est fait pour que ça soit sur la totalité de l'écran et que vous ne me voyez pas. Donc le rond est un rond et pas un ovale, mais c'est pas très grave, c'est juste pour vous décoder pourquoi c'est présenté comme ça. Donc ça peut être ce genre de label, de signe de qualité, officiel, officieux, public, privé, peu importe, mais qui apporte des garanties. Alors là, il y en a autant qu'on en veut. Il y a des garanties qui sont publiques et qui sont privées. Certaines, c'est sur le cahier des charges, d'autres, c'est sur le résultat, d'autres, c'est sur le terroir. Bref, vous en avez toute une palanquée à votre disposition. Ça participe à quoi? À donner de la valeur au produit parce que vous apportez une réassurance et ça résonne avec l'époque où le consommateur cherche à valider avant l'achat la valeur des euros qu'il dépense. Mais les distributeurs, les commerçants ont aussi un rôle là-dedans parce que leur spécialisation peut être un élément de réassurance. Cette enseigne, évidemment, vous la connaissez, c'est le succès
de la filière au sens très large depuis une vingtaine d'années. Alors ça n'a pas été fait pour ça, on le théorise après coup. Mais pourquoi Grand Frais fonctionne? Ben, tout simplement parce qu'il est spécialiste et qu'il est plus spécialiste que ceux en face desquels il est. Le spécialiste porte toujours plus de vertus aux yeux du consommateur. On va dire que tu as un petit peu mal aux yeux. Ça te gratouille ou ça te chatouille? Je te propose, Olivier, vous allez voir ce qu'il va répondre. On n'a pas répété, hein, on va voir. Il faut que tu consultes. Je te propose pour cet après-midi, en fin d'après-midi, un rendez-vous chez un généraliste à 30 € ou chez un ophtalmo, cet après-midi aussi, parce que j'ai le bras très long, à 30 €. Tu vas où? Je vais chez celui qui me prend. Oui, mais les deux à 18 h. Donc tu vas où? Chez le généraliste à 30 € ou l'ophtalmo à 30 €? Ben, le spécialiste, oui. Voilà. Oui. Et il va chez l'ophtalmo parce que c'est le spécialiste. En réalité, je t'ai menti. Le rendez-vous, il est bien à 18 h. Mais en fait, l'ophtalmo, il n'est pas à 30 €, il est à 31 €. Tu vas où? 31 €. Voilà. Ben voyez, c'est ça ce qu'on appelle la prime du spécialiste. Vous faites toutes les analogies que vous voulez, ça marche toujours. Et maintenant, on revient sur l'écran, s'il vous plaît, on passe à la suivante. Voilà. Imaginez le scénario suivant. Je suis sur le parking d'un hypermarché Carrefour. Il y a un Grand Frais qui est juste en face. Les deux vendent des pommes, tu es d'accord? On va dire que les deux vendent des Golden. Pour l'exemple, on va dire qu'ils les vendent tous les deux à 1 € le kilo. La question est simple, où est-ce qu'elle porte le plus de valeur pour mes euros? Chez Grand Frais, parce qu'il est spécialiste. C'est la même démonstration que ce qu'on a fait sur l'ophtalmo et le généraliste. Le spectre du commerçant, c'est-à-dire sa spécialisation, produit une valeur pour les euros que je dépense. Et donc, une partie du succès du Grand Frais dépend de son positionnement initial. Quand bien même ça serait la même chose dedans, parce que ce n'est pas le sujet de la démonstration ici, quand bien même ça serait la même chose dedans, c'est plus légitime, donc ça porte de la valeur. Et c'est pour ça que vous voyez autant de formes spécialisées. Alors vous en avez sur le drive, sur les produits locaux, sur le vin, sur l'épicerie. Le comptoir de Mathilde, c'est de l'épicerie où on vous vend des tablettes de chocolat de 80 grammes à 4 €, alors que dans l'hypermarché qui est juste en face, elles pèsent 100 grammes et on vous les vend à 1 €. Tu vois la différence? Ben, c'est la valeur du spécialiste. Alors certains grands distributeurs s'y mettent. Là, on est chez Auchan. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les partisans du goût, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 dans l'immédiat. On est chez Auchan, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'on est très loin de l'ambiance d'une grande surface classique, d'un supermarché ou d'un hypermarché. Quand vous vous rapprochez, ça ressemble à ça. On est plutôt chez un spécialiste. Donc là, il en n'y apparence. a que de l'alimentaire. Il n'y a que de l'alimentaire, il y a beaucoup de préparation sur place. Et même quand vous regardez l'épicerie, ça ressemble à ça. Ce n'est pas du tout de l'épicerie de grande surface, parce que c'est un magasin spécialisé. Et donc ça porte de la valeur. Et si je vous montre, ça va beaucoup trop vite, si je vous montre à quel point ça marche, parce qu'il y a ce qui est fait, et après il faut démontrer si ça fonctionne. Je vous ai mis sur 2 ans, pour enjamber l'année Covid évidemment, 2021 par rapport à 2019, l'évolution des ventes des circuits généralistes. Les hypermarchés, les supermarchés, plus 5, c'est déjà pas mal. Je vous ai mis à côté l'évolution des circuits spécialisés. Les spécialistes, alors qu'ils soient spécialistes du frais, du prix, les freezer centers du surgelé, les artisans ou les magasins bio, vous voyez que lorsque les généralistes progressent de 5 sur 2 ans, les spécialistes, ils vont en gros entre 20 et 40%. Je ne parle pas de leur poids, je parle de leur dynamique, hein, attention. Mais malgré tout, ça traduit bien quelque chose. Ça traduit qu'aujourd'hui, incontestablement, il y a une prime à la spécialisation, parce que la spécialisation est la première étape pour donner de la valeur aux euros que le client vient dépenser chez vous. Voilà ce que je savais à la fois des fruits et légumes et de la consommation, dans lesquels il y a 2 choses à retirer. C'est qu'il y en a qui marchent beaucoup mieux que les autres, regardez-les. Et même si ça va contre ce que vous pensez, acceptez-en l'idée. La fraîcheur est plus importante que le choix. Et puis après, il y a cette idée que le conso aujourd'hui, quand il fait ses arbitrages, il a besoin de toutes les réassurances possibles. La seule condition, c'est qu'il la comprenne. Parce que s'il ne comprend pas la réassurance que vous pensez avoir mise dans votre produit, alors il ne vous suivra pas dans la demande de valeur. Merci Olivier. Avant de donner la parole à notre public qui doit avoir envie de réagir, de poser des questions, je voudrais revenir sur 2-3 points. Au tout début, tu as évoqué la notion de fraîcheur, oui. Importante. En quoi les professionnels de la filière fruits et légumes qui vont fournir le détaillant, qu'il soit grand, petit, spécialisé, etc., peut agir là-dessus. Parce que finalement, c'est la responsabilité du distributeur, quel qu'il soit. Que, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. C'est une responsabilité qui est totalement partagée parce que les sujets de supply chain, de logistique, par principe, sont des sujets collaboratifs. Si on accepte de les mener, j'allais dire presque à livre ouvert, ça va du verger
du champ, peu importe ce dont on parle, jusqu'au rayon. Et dans ces cas-là, il n'y a pas que le distributeur qui est responsable. Donc en ce sens, c'est de toute façon partagé et c'est peut-être même collaboratif. Et le collaboratif, ça peut par exemple induire des prévisions de livraison mieux partagées, peut-être des formes d'engagement qui soient plus réalistes. Mais il faut juste comprendre que tout doit être fait pour servir cette cause qui s'appelle la fraîcheur, parce que c'est la cause déterminante. Enfin, moi, je peux entendre tous les contre-arguments que vous voulez, parce que je les entends en général. Le choix, la segmentation, ouais, très bien, mais moi, je ne veux pas des convictions, là, je veux des chiffres. Pour me faire changer d'avis, il faudra m'amener des chiffres et pas juste des convictions, parce que chacun est convaincu qu'il ne faut pas qu'il fasse une variété de tomates, mais 18, il ne faut pas avoir une pomme, mais 18, ça je l'entends, mais montrez-moi que ça marche. Dans l'immédiat, moi je vous ai montré l'inverse. Alors je veux dire un gros mot, ça veut dire qu'il faut passer par une forme de contractualisation entre le fournisseur et le distributeur, et je m'engage à fournir tous les jours X bottes de radis fraîcheur à Lidl ou à un autre. Ouais, j'aurais tendance à dire que les patrons d'organisations amont, que ce soit des coopératives, des privés, peu importe, des petits, des grands, des moyens, doivent désormais intégrer davantage dans leur arbre de décision le mot logistique ou le mot supply chain. Ce n'est pas un mot que j'ai souvent entendu depuis une dizaine d'années. Je ne dis pas que vous ne l'intégrez pas du tout, je n'ai pas dit ça non plus, mais je ne l'ai jamais vu à ce point-là en haut de la pile, alors que là, ce que nous montre Lidl, c'est qu'il faut le mettre en haut de la pile, avant tout un tas d'autres sujets. Donc si ça en passe par de la contractualisation et des engagements réciproques, parce qu'il n'y a pas que droits et devoirs que d'un côté, hein, c'est droits et devoirs justement, ça marche dans les deux côtés. Donc oui, peut-être que la contractualisation est une façon inévitable par laquelle il faudra passer, une voie, pardon, par laquelle il faudra passer. L'autre point dans ce qu'on a vu, mais qui peut chatouiller, mais on est là pour ça, c'est que dans le premier rayon Lidl que tu nous as montré, il y a 0 marque. Est-ce que ça veut dire, je fais exprès de pousser à l'extrême, que la stratégie marketing de la filière fruits et légumes ne sert à rien? Alors, il y a 0 marque chez Lidl, il n'y a pas 0 signe de réassurance. Dans la photo. Oui, il n'y a pas 0 signe de réassurance pour autant. Et quand bien même il y en aurait 0 chez Lidl, sur la même échelle, la même grille de lecture, il n'y en a combien chez Carrefour? 20%. Donc dans les deux cas, c'est le même sujet. Dans les deux cas, c'est le même sujet. Allez, qui veut... Oh, il y a du monde. Qui veut... Excusez-moi, je vous tournais le dos, mais il fallait que vous voyiez Olivier. Qui veut prendre la parole le premier? Et vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, je vous rassure. J'ai le cuir dur, surtout, donc allez-y. C'est nécessaire même. Qui c'est qui gère le micro là? Avec le Projo, je ne vois pas là. Je vous laisse faire. Il y a personne qui... Non? Ici. Là. Oui, allez. Voilà, merci. Vous vous présentez s'il vous plaît, monsieur? C'est juste pour lancer la discussion. Sur le pourcentage des achats de fruits et légumes dans les hyper, peut-être il y a quand même un effet comparé. Je réfléchissais en même temps et je me disais qu'il y avait certains acheteurs qui allaient à l'hyper pour un certain nombre de produits et qui réservaient leur achat effectivement au marché, au plein vent, au drive fermier. Donc effectivement, c'est peut-être un peu sévère pour les chaînes d'hypermarchés où vous intégrez le pourcentage d'achat de fruits et légumes et vous le comparez à la masse des produits alimentaires. Mais justement, ça donne plus de puissance à la démonstration Lidl, parce que Lidl, sa part de marché sur les fruits et légumes, elle fait sur une base 100 qui intègre tous ces circuits-là. C'est là où c'est dingue en plus, c'est que Leclerc, je vous ai donné son chiffre, il passe de 22 à 12, d'abord parce qu'il n'est pas aussi bon que Lidl, mais aussi parce que la base du marché est tellement plus large que mécaniquement ça dilue Leclerc. Donc c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Malgré le fait que dans la base 100 du marché fruits et légumes, il y a Grand Frais, il y a les autres circuits SP, eh ben Lidl il arrive à maintenir sa part de marché. Non, à faire 1 fois 6. C'est dingue. Non, mais je suis intimement persuadé qu'on ne vous a jamais mis à ce point-là, avec cette force-là. J'admets le côté un peu réducteur dans la façon dont je m'exprime, mais vu le temps qu'on a, c'est pour que ça passe. Je l'assume totalement, je vous rassure. Dans la vraie vie, j'ai un poil de nuance. Pas beaucoup, hein, mais un poil. Mais voilà, mais frappez-vous avec ce chiffre-là. Il devrait être plus bas. Et il n'est même pas égal, il est 1,6 plus haut. Donc oui, je rejoins ce que tu racontes. C'est pas la même base, mais ça donne encore plus de force à ma démonstration. Est-ce qu'avec ta expérience du monde de la distribution alimentaire, les écarts et les différences que tu viens de montrer sur les fruits et légumes frais, tu les retrouves dans les autres rayons ou c'est une spécificité? On n'a pas d'autres rayons sur lesquels il y a des écarts de performance aussi forts.
c'est fascinant. Mais parce qu'il n'y a probablement pas d'autres rayons où l'écart de rendu client au moment de l'acte d'achat peut être aussi fort. Alors, je ne sais pas si je suis celui ici qui voit le plus de magasins dans une année normale, mais si ce n'est pas moi, je suis dans le top 5, je le revendique. Voilà. Mais si vous saviez le nombre de merdasses que je vois en magasin, c'est fascinant. Alors, eh ben oui, j'en vois chez Lidl aussi, rassurez-vous, je ne dis pas que c'est... Non, la question c'est, est-ce que j'en vois plus chez Lidl que chez les autres? Non. Est-ce que les autres, ils sont moins bons? Oui. Est-ce qu'on voit parfois des fruits et légumes dans des enseignes dont le nom est sympatoche et beau et grand, tout ça, dans le 15? Putain, la vache, il faut vraiment que j'en achète? Bah ouais, parce que sinon je vais me faire engueuler par Mme Dover parce qu'elle a marqué courgette et elle va pas les avoir, elle va faire la gueule. Putain, mais là c'est moi qui fais la gueule quand je les achète. Donc ouais, il y a encore une hétérogénéité de rendu client qui est telle, qui à mon avis explique cet écart que l'on voit dans les fruits et légumes et qu'on ne voit pas dans d'autres filières, dans d'autres rayons, dans cette proportion-là. Il y a des écarts. Hein. Monoprix vend plus de produits traiteurs qu'Intermarché. Ben oui, quand vous êtes en centre-ville, il y a plus de produits traiteurs. Ok, très bien. Mais c'est pas dans cette proportion-là. D'accord. Il y a encore des remarques ou sinon on continue? Je vois un doigt qui se lève là-bas, oui. Cécilia Célerette de l'interprofession des fruits et légumes. Lève-toi, Cécilia. Attends, voilà. tu connais toutes les femmes en fait. Alors lui, il n'a pas dit votre nom, mais dès qu'il y a une Mais je ne le connais gonzesse pas, qui se monsieur. lève... Je ne le connais pas. Vas-y. Oui, merci. Vous nous parlez effectivement de la valeur utile et du consentement à payer. On en a pas mal parlé au cours des différentes conférences. Moi, j'ai une question sur certains magasins spécialisés qui sont aujourd'hui en perte de part de marché, notamment les magasins bio. Est-ce que vous auriez une explication à nous donner sur ce sujet? Ah oui, ça fait quand même très longtemps que je réfléchis au sujet. Et très longtemps que dans différentes publications que l'on a, on l'a écrit, on le revendique, donc je l'assume totalement d'avoir vu ça avant que ça arrive, parce que c'était écrit. Le bio, c'est un produit qui coûte entre 50 et 70% plus cher que la moyenne comparable. C'est comme ça. Alors les défenseurs du bio vous expliquent, mais non, c'est pas autant. Oui, ok, très bien. Qui sortent des études sérieuses et on discutera. Parce que si c'est le ressenti perso, ça ne vaut rien. Moi, ce que je pense à titre perso n'a strictement aucun intérêt. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est de l'analyse sur la base de données objectives, calculées, normées, mesurées. Eh bien, le bio, ça coûte 50 à 70% plus cher. C'est comme ça. Bon, une fois que vous avez pris ça comme point de départ, une fois que vous avez compris comment marche la consommation, qui est en gros un arbitrage permanent entre mes besoins et ma ressource, eh bien, mécaniquement, quand vous avez une offre qui coûte à ce point-là plus cher que le reste, vous avez une cible client qui existe, qui est assez poussée parce qu'il y a des attentes sociétales, environnementales, sanitaires, très bien, mais qui est plus petite que la base totale de la consommation, puisque c'est 50 à 70% plus cher. Mécaniquement, ça rétrécit la base. Donc, en réalité, le potentiel du bio n'a jamais été de 20 ou 30%. Il est peut-être de, je dis bien peut-être parce que je n'ai pas le chiffre, il n'existe pas, il est peut-être de 10, de 15, mais il est forcément plus petit que la taille totale du marché, puisque le surcoût de prix écrème toute une partie des consommateurs qui ne peuvent pas se le payer mécaniquement. Donc, l'illustration de ce que je vous raconte, c'est le taux de pénétration. 90% des Français achètent bio, et la part de marché du bio, c'est 5%. Putain, il y a une sacrée perte en ligne. Hein. Ben, ça veut dire qu'effectivement, de temps en temps, on est tous prêts, pour une fois, pour une occasion, et puis après on va l'exacerber quand on va le raconter d'ailleurs. Mais en réalité, 90% des Français consomment bio, et dans les assiettes, ça pèse 5%. Il y a quand même de la perte en ligne. Cette perte en ligne, c'est le prix, et donc c'est juste normal que quand vous avez un marché qui progresse régulièrement, alors que sa cible, elle est finie, le marché du bio, il a une cible finie, qui est ce pour lequel le 50% est un consentement à payer acceptable. Ben, quand vous rapprochez de la cible finie, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez sur une asymptote. C'est assez logique, c'est dans tous les marchés pareil. Voilà. Donc tout le monde n'aura pas l'iPhone 13, parce que c'est comme ça. Parce que le consentement à payer pour un truc qui vaut un SMIC, ben, il n'est pas de 100% de la population. Tout le monde ne consommera pas bio, parce que ça vaut 50% de plus. Donc l'atterrissage du bio n'est pas surprenant, il est même normal, c'est même rassurant. Donc le bio ne redescendra pas, parce qu'il y a une attente objective, sociétale, sanitaire, environnementale, mais pour autant, il est en train de toucher son fameux plafond de verre. On parle beaucoup du plafond de verre en ce moment, tout le monde en a un. J'ajoute une info que tu connais peut-être, mais pour le public, qui nous a été livrée hier matin ici même par l'agence bio. 40% des Français ont des doutes sur le label bio. Alors en général, hein, qu'il soit français, européen, mondial, mais ça explique aussi peut-être ce que tu viens de dire. À mon avis, ça y participe, mais ce n'est pas la première explication. La première explication, c'est la part des consommateurs dont le consentement à payer permet d'aller jusqu'à 50% de plus, mécaniquement.
Parce que tout le monde veut bien bouffer, hein, bien sûr. Hein. Moi aussi, je voudrais bien manger bio matin, midi et soir. Hein. Mais qu'est-ce que je peux par rapport à ce que je veux? On en revient à ce que je vous racontais tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y avait une question. Je ne sais pas. Ici, là. Notre confrère espagnol. Gabacho catalan. Non, mais tu me le fais en français. Hein. Bonjour, Pierre Escodo de la revue Eurofresh Distribution. Salut Pierre. Ça va? Très bien. Deux questions sur le futur. Voilà. Du circuit spécialisé fruits et légumes. À moyen terme, quelle part de croissance tu penses que les circuits spécialisés pourront avoir grand frais? Au final, ils sont victimes de leur succès, ils se développent au niveau national grâce à des fonds d'investissement. C'est un grand format, tout produit frais. La part des circuits spécialisés fruits et légumes qui ont presque disparu en France, dans le nord de l'Europe, ils ont gardé une part équitable de part de marché de 20 à 30% dans le sud de l'Europe, Espagne, Italie. Il y a un gros vide à gagner. Alors, est-ce que ce sont les discounters chinois qui ont commencé à créer des magasins sans personnel, avec des achats en ligne? Tu nous l'as fait courte, Pierre. Voilà, donc il a compris. Merci. C'est pas moi. Alors, la spécialisation, c'est une clé de succès, je vous l'ai montré. C'est aussi une clé d'emmerdement parce que ça oblige à multiplier les lieux d'achat. Et donc, le bon équilibre, c'est là où je suis malgré tout dans un univers qui est assez cohérent et légitime aux yeux du client pour faire de l'agrégation de produits qui sont quand même additionnables. Parce que sinon, je vais aller et chez le primeur, et chez le crémier, et chez le boucher, et chez le... Et donc, grand frais en descendant d'un cran, c'est-à-dire de tout l'alimentaire et au-delà, vers uniquement quasiment que les produits frais, même s'il y a de l'épicerie bien sûr, mais ça pèse peanuts, il a déjà apporté une valeur de spécialisation sans avoir la contrainte de l'éparpillement total des dépenses dans tout un tas de lieux différents. Et puis la manière dont il l'a organisé en plus, en GIE, avec des boîtes différentes et complémentaires qui ont des positionnements elles-mêmes bien spécialisés, d'ESPI pour la viande ou des trucs comme ça, par exemple, ben c'est peut-être ça le juste équilibre. Et alors, le potentiel de ce marché-là, puisque c'était la première partie de ta question, pour le coup, il est beaucoup plus important que le bio, parce que le consentement à payer il est moins élevé. La barrière à franchir pour acheter chez les multifrais, elle est plus basse que la barrière à franchir pour acheter chez Biocop, mécaniquement, parce que ce n'est pas des produits bio. Et alors, Grand Frais, lui aussi, est probablement en train de toucher une forme d'asymptote, parce que une fois que tu as déjà 300 bouclards, que ton format il impose d'être dans des grandes villes, tu ne peux plus en ouvrir autant qu'avant. Mais comme la nature a horreur des monopoles, moi ça fait longtemps que j'explique à différents patrons de la distrib qu'il y aura la place pour un challenger national à Grand Frais, parce qu'il y en aura un de toute façon, puisque le sens de l'histoire, c'est cette fragmentation de la distribution, conséquence elle-même de la fragmentation de la consommation. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis quelques semaines? Zoari et Invivo, qui sont en train, probablement, de faire émerger ce challenger de Grand Frais. J'allais y venir, c'est leur ambition affichée en tout cas. Cette histoire-là, elle est écrite. Il y a un terrain de jeu qui est ouvert. Et de toute façon, il y aura bien une alternative. Parce que quand vous êtes à Rennes, que vous avez déjà deux grands frais, un à l'est, un à l'ouest, est-ce que vous pensez que vous aurez une autorisation pour en ouvrir un au sud et un au nord? Non. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va l'ouvrir. Et ce quelqu'un d'autre, c'est celui qui est justement en train de mettre des ronds, quelques centaines de millions quand même, et qui va probablement ouvrir comme ça, et surtout racheter tout un tas de gens qui ont ouvert des multifrais en région, qui ont 2, 3, 4, 5 bouclards, et puis qui vont voir dans ce banquier là qui arrive, façon de parler, l'occasion de réaliser leur actif et de sortir pour aider un grand opérateur à constituer une chaîne. Je suis en train de vous raconter ce que certains qui ont de la mémoire, des cheveux blancs ou plus de cheveux du tout, ont connu peut-être dans les années 80-90, c'est ce qu'on a vécu dans les supermarchés. Il y a tout un tas de gens qui avaient eu le flair dans les années 70 pour ouvrir un bouclard, et puis un autre, et puis un autre, et puis le jour de la retraite, hop, par ici l'oseille. Et comme il y avait des tas de gens qui achetaient Carrefour, Promodès, Doc de France, peut-être que ce nom vous parle à certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont constitués par rachat de gens qui, localement, avaient ouvert des actifs, des fonds de commerce. On aura ça demain sur les multifrais, avec l'émergence d'une enseigne alternative à Grand Frais, ce qui viendra encore peser sur le marché de la grande distrib, à son détriment, parce que comme le marché n'est pas extensible, si demain il y a une autre enseigne spécialisée frais, ça sera au détriment des hyper et des super, évidemment. Pour revenir en deux mots sur le concurrent de Grand Frais qui émerge, Invivo, c'est le plus gros groupe coopératif français, toute filière production confondue, et il s'associe à Xavier Niel
Et je crois qu'il y a Mathieu Il y a Pigasse, c'est Pigasse ça, voilà. et puis Zouari. Il y a énormément de sous derrière toute Bah, cette il opération. y a à minima 300 millions d'euros. Donc avec 300 millions d'euros, vous commencez quand même à ouvrir quelques magasins. Vous avez la capacité, si vous êtes bon après, parce qu'il faut quand même le faire, hein, Il n'y a pas que de les sous, montrer oui. que ça marche et donc de faire rentrer d'autres argent, parce que de l'argent, il y en a partout, hein. Après, pour le faire venir, il faut juste montrer qu'on ne va pas le perdre. Voilà. Mais, donc une fois qu'ils auront ouvert 50 bouclards et qu'ils vont montrer que ça fonctionne, ils feront rentrer d'autres argent. Il n'y aura aucune difficulté. On a encore non des réactions. On a encore un peu de temps. Sinon, Olivier, est-ce que cette multiplication finalement des lieux de distribution, on ne change pas de modèle et de système où il y avait 4-5 enseignes qui faisaient tout le prix, tout le marché. Et est-ce que c'est pas profitable finalement aux producteurs, qu'ils soient de fruits et légumes ou d'autres choses? Totalement. On est dans moi j'appelle ça un Big Bang commercial. Un Big Bang, c'est un mouvement qui détruit un état précédent et dont la conséquence sera de recréer un nouvel état. S'il y a des macroéconomistes, c'est schumpeterien. La destruction créatrice, c'est ça. C'est-à-dire, je détruis, je crée tout ça en même temps. Mais sauf que là, on est dans la même unité de temps. Donc, on voit bien que le monde très stabilisé qu'on a connu, toi et moi, il y a 20 ans dans la distrib, où finalement, l'année d'après, on savait qu'elle allait ressembler à l'année d'avant. Voilà, donc ce n'était pas très compliqué. Vous voyez, pour vous l'illustrer, moi, ça fait 32 ans que je m'intéresse au commerce et à la conso. 10 ans après avoir démarré, on m'aurait demandé un papier un peu stratégique sur où va le commerce et tout ça. Je vous le faisais, mais les doigts dans le nez. C'était super fastoche, parce que vous racontiez ce qui s'était passé en l'accélérant un peu. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de bouteille et je ne pense pas être le plus crétin dans l'analyse du commerce. On me dit, fais un papier stratégique sur le commerce dans 10 ans. Putain, je vais au mieux mettre des hypothèses et pas du tout des certitudes. Parce qu'on est justement dans ce moment-là où on détruit quelque chose qui était totalement stabilisé pour aboutir en, je sais pas, 10, 15 ans peut-être, à un nouveau paysage stabilisé. Et l'un des mots qui caractérise le temps dans lequel on est, dans cette espèce de destruction créatrice, c'est la démassification. On est en train de démassifier les circuits de distribution parce qu'on démassifie notre consommation. Nous fragmentons notre consommation. Alors toi, peut-être que tu fais toutes tes courses toujours chez Carrefour, mais sur une catégorie, parce que tu es expert ou parce que tu penses l'être ou parce que tu as des amis qui sont compétents et tu ne veux pas les décevoir, tu vas aller chez le spécialiste. Moi, je fais pareil, mais ce n'est pas la même catégorie, c'est sur un autre. Et puis, on est tous comme ça en train de multiplier pour une partie, et pas tout le temps nécessairement, mais un peu. Sauf que quand tu ne le faisais pas avant et que tu le fais aujourd'hui même un peu, ça crée une dynamique dans le mauvais sens pour celui qui te vendait tout avant. Et c'est ça la démassification de la consommation, donc la démassification de la distribution, et donc l'émergence de tout un tas de formes de vente alternatives qui ne renversent pas la montagne. Hein. Si je reste sur la métaphore de la montagne, le Mont Blanc, vous savez que c'est la montagne la plus haute d'Europe, 4807 je crois. Bon. Et pour autant, chaque jour qui passe, il est moins haut. Et oui, parce qu'il y a l'érosion. Donc ce n'est pas incompatible. Le Mont Blanc, il s'affaisse tous les jours et il demeure encore la plus haute montagne. Parce que ce mouvement, il est très très lent. Et c'est ça que l'on vit dans le commerce. Donc je ne vous ai pas dit que l'hyper était mort, que le super était mort, que Carrefour était mort. Je n'ai pas dit ça. Par contre, je vous dis que chaque jour qui passe, ces enseignes-là, ce circuit-là, il s'affaisse. Et pour autant, il peut rester le premier pour encore un temps. Mais pour répondre à ta question, ça va quand même dans la bonne direction pour les offreurs, parce que ça fait plus de débouchés. Allez, je me tourne une dernière fois vers vous. Pas de regret? Hier, il y en a T'as qui... qu'à mettre de l'argent. Hein. Tu dis 50 € pour la question qui arrive. Et puis Non, voilà. non. Ben, Didier Crabos, parce qu'hier, il est venu me voir après le débat. Il m'a dit j'aurais voulu poser une question. Ah ouais, non, donc, non, ça c'est trop facile. Non, ça c'est les couilles molles. Moi je C'est trop supporte facile, pas. hein. On le fait pendant le débat. Allez, vas-y. Ça t'apprendra, Didier. Envoie ta question. Non, mais le titre, c'était les stratégies dans la filière, des enseignes dans la filière. Donc on a bien vu Lidl, tu as donné des perspectives. C'est déjà pas mal, je t'en donne une qui marche. Eh, oh, oh. Est-ce que tu vois aujourd'hui tout le monde aller dans ce sens-là ou tu vois au contraire Ah oui, oui. Non, alors ça y est, la prise de conscience quand même de la surperformance de Lidl, ça y est, là, on y est. Heureusement, parce que ça fait quand même déjà quelques années que c'est le cas. Ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Bon, voilà. Tu vois, par exemple, la fameuse règle du 0,818, Rami Bétier, qui est le patron de Carrefour, peut-être que ce nom vous parle, il l'a mise chez Carrefour depuis l'été dernier. Casino est en train de l'adopter. Les tests de nouveaux concepts de magasins, je vous renvoie sur mon blog, parce que j'ai fait un truc il y a 10 jours là-dessus, chez Carrefour et chez Casino,
c'est des rayons qui sont d'une simplicité biblique. C'est-à-dire on arrête de faire des jolis trucs et des igouigouis partout et on se concentre sur le produit, le produit, le produit. Donc oui, ça arrive. Sauf que quand tu as des organisations qui sont en place, des habitudes, bah, ça ne se bouge pas du jour au lendemain. Mais si la question c'est est-ce qu'ils l'ont compris, la réponse elle est oui. Est-ce qu'ils vont le changer demain matin? La réponse elle est non. C'est plutôt la semaine prochaine ou le mois d'après, où tu vois, voilà. Donc, mais oui, ça a infusé, ça y est, heureusement. Hein. Allez, pas de regret. Olivier, un dernier mot, c'est Ah bon. ben non, Dis tout ce merci. que tu avais à dire. Merci. Prenez ce que je vous ai raconté avec de la ben nuance. voilà, Ah, il y en a un qui se réveille, ça y est. évidemment, c'est toujours pareil. C'est comme dans les bureaux de vote, à 18h, il y en a un qui arrive, je n'ai pas voté. Non, Allez-y, bonjour. monsieur. Bonjour Olivier, je pense que vous devriez parler de votre projet d'éducation à Ah, l'alimentaire. c'est pas Ça, faux. il faut en parler. Je pense que ça rejoint tout le sujet C'est pas de faux. l'alimentaire, de la consommation des fruits et légumes. La clé, elle est là. Bon, tu me donnes 2 minutes alors, parce que là c'est à la demande, générale de l'assistance. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, mais vas-y. Bon. Donc, pour être Heureusement que clair, j'avais demandé de poser la question. Je pensais qu'elle allait pas venir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon. on parle de ce qui a été signé au Salon d'agriculture, c'est ça? Voilà, Ouais, en fait, vas-y. donc c'est dans mes fonctions de direction du think tank agroalimentaire des Échos. On a eu un combat sur l'origine, et là, notre combat de l'année dernière, et qui est en cours, c'est sur l'éducation à l'alimentation. On considère en fait qu'il y a des attendus qui s'imposent à nous. Le coût de la santé, dont la cause est l'alimentation, ce sont des dizaines de milliards. Le coût d'une consommation qui n'est pas éclairée, où le consommateur achète n'importe quoi sans savoir. Le fait que la transmission intrafamiliale n'existe plus en matière alimentaire. Peut-être que certains d'entre vous, on vous a appris à cuisiner. La majorité, non. Parce que ça se transmettait, ça ne se transmet plus. Il y a une déconnexion, alors évidemment pas chez vous, mais chez le citoyen ordinaire, entre l'alimentation et l'agriculture. Parce que qui a déjà vu une vache en vrai? Ben, finalement personne. Qui sait que la pomme elle pousse sur un arbre? Je caricature à peine, évidemment. Mais donc il y a une déconnexion agriculture-société qui pour le coup elle est avérée. Donc il faut créer les conditions de cette reconnexion parce qu'elle est indispensable au nom d'une idée finalement toute conne, c'est que la bouffe c'est la vie. Et que si je force à peine le trait, pour la pérennité de l'espèce sur Terre, il y a 2 choses qu'il faut savoir faire. Bouffer, baiser. Savoir compter, savoir parler anglais, savoir l'histoire, savoir que 1515 c'est Marignan, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais pour les fonctions qu'on va appeler régaliennes de l'homme sur Terre, ça ne sert à rien. Voilà. Alors je ne suis pas en train de minimiser totalement non plus, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même un truc qu'on ne nous apprend pas, c'est la bouffe, c'est l'alimentation. Alors oui, il y a des choses qui existent, mais c'est local, c'est pas partout et c'est pas pour tous. Il y a la semaine du goût, il y a des profs qui sont bienveillants et qui font des choses. Oui, mais les mathématiques, ça s'apprend partout et pour tous, parce que vous soyez à Sarcelles ou à Perpignan, 1 et 1, ça fait 2 partout. Et le problème, c'est que dans l'éducation à l'alimentation, il n'y a pas d'égalité. Il y en a qui le font et d'autres qui ne le font pas, parce que ce n'est pas dans les programmes. Donc notre ambition, notre utopie, notre rêve, c'est de dire, il doit y avoir demain dans les programmes, de la même manière qu'il y a l'apprentissage des mathématiques, de l'anglais, de l'histoire, du français, parce que bien sûr que c'est très important, il devrait y avoir aussi l'apprentissage de l'éducation à l'alimentation, dans lequel on met donc à la fois la production, évidemment, mais aussi l'achat, la consommation et la mise en œuvre. Donc ça fait partie des combats que l'on mène. On a réussi à faire que Blanquer saisisse le conseil des programmes pour avis, ce qui est déjà énorme, parce qu'évidemment, quand on va raconter ça à l'éducation nationale, ils vous disent non, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas la peine. La légende du mammouth, c'est une réalité, hein. Il faut s'y être frotté dessus pour s'en rendre compte, parce qu'ils disent non, mais il y a déjà des choses. Non, c'est ni partout ni pour tous. Et le propre de l'éducation, c'est son universalisme, partout et pour tous. C'est quand même marqué au fronton de nos mairies. Donc cette idée-là, elle est marquée au fronton de nos mairies. Donc l'alimentation doit être un sujet qui est dans l'éducation nationale. Voilà. Donc j'ai la photo de la signature Oh putain, qu'est-ce qu'on est beau! Au Salon d'agriculture, mais on me dit qu'on ne pourra pas la voir. Mais elle est là. Donc c'est vrai, ceux qui en doutent, voilà. Ah oui, voilà, ouais, elle est là. Ouais. Oui. Non, mais c'est pas très compliqué. Puis de toute façon, on s'en fout que ça soit vrai ou pas. C'est tellement évident que c'est un combat de noble cause. Ah ben, j'espère bien, j'ai écrit le manifeste. Bon, allez, c'est Voilà. bon. Merci à tous. Prochain rendez-vous à 15h30 pour les prévisions européennes de récolte d'abricots. Merci pour moi c'est ma dernière intervention. Merci pour ce Medfeld 2022. À l'année prochaine. Olivier, un grand merci et à très bientôt. Merci à tous.